Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, Sandrine, dans ma vie, j'ai interviewé énormément de personnalités de la politique, mais j'ai lâché l'affaire depuis belle lurette. Et je vous interviewe, vous, parce que vous m'avez fait chaud au cœur à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, en éparpillant, façon puzzle, la pauvre et fraîche et moulue nouvelle ministre de l'Enfance, Madame Sarah El Haïry, je crois, en lui parlant des ASE. Les répondants du 119, le numéro d'urgence pour les enfants en danger, sont en grève pour alerter sur leurs conditions de travail, et c'est rare. Il faut dire que la protection de l'enfance va mal, très mal. Trop peu de travailleurs sociaux qui tiennent à bout de bras un système qui ne les considère pas, ne les reconnaît pas, ne les rémunère pas. Un système qui les écrase comme il écrase les enfants. Le nombre d'enfants placés a augmenté de 30% en un an. Les pédopsychiatres disent que l'effondrement de l'ASE pose un sérieux problème. Les enfants sont en détresse, les urgences saturent, le 119 sature, les foyers saturent, les familles d'accueil saturent. Certaines disent qu'elles doivent mettre les enfants à la rue à 18 ans. 40% des SDF de ce pays de moins de 25 ans viennent de l'ASE. Au bout de la chaîne, les enfants craquent. Ils se droguent et en meurent comme Myriam, 14 ans, ou se suicident comme Lily, 15 ans, ou sont retrouvés morts comme Anthony, 17 ans, voire assassinés par un autre enfant de l'ASE comme Jess, 17 ans. Ce système est maltraitant pour des enfants maltraités. Des décisions de justice et de protection ne sont pas appliquées faute de solution. Les mineurs non accompagnés sont désormais victimes de la préférence nationale de la loi immigration. Je le dis ici, je n'ai jamais rencontré un seul enfant issu de l'ASE qui n'ait pas été violé dans sa famille d'origine ou au cours de son placement. Pas un. Quand un enfant est placé, l'État n'est pas là pour assurer le strict nécessaire, il devient son parent de substitution. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur ce qui se passe à l'ASE. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures concrètes pour enrayer l'effondrement de la protection de l'enfance? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Sarah El Haïry, ministre en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles. La protection de l'enfance mérite mieux. Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels. Madame la députée, nous n'irons jamais, Madame la députée, nous n'irons jamais qu'il y a des besoins essentiels. Mais ne jetez pas l'eau propre sur les assistants familiaux, sur les éducateurs spécialisés, sur les départements, Madame la députée. Madame la députée, nous regardons en face la situation de la protection de l'enfance. Parce que c'est avec les présidents de département, c'est avec les associations, c'est avec les professionnels que nous y arriverons. Dès la première heure, 2 semaines après ma nomination, le décret pour les hôtels est sorti. La revalorisation et le travail sur l'attractivité est en cours avec la présidente Dabin, avec le Haut Conseil au travail social et Mathieu Klein, ça a été mon premier déplacement. Madame la députée, s'il y a un sujet sur lequel nous avons besoin de concorde et sur lequel l'État ne pourra pas seul et que les collectivités ne pourront pas seules, c'est bien la protection de l'enfance. Le constat, nous le connaissons, les travaux parlementaires existent, le rapport du sénateur Beaune, les travaux de Perrine Goulet, la délégation des droits des enfants, les départements également. Madame la députée, l'urgence, c'est quoi? C'est accompagner les assistants familiaux et relancer les recrutements. C'est accompagner les éducateurs spécialisés dans leur quotidien. C'est leur donner les moyens. C'est pour ça que le président de la République et le Premier ministre ont souhaité ce ministère qui permet de mobiliser le soutien du travail avec la ministre de la Santé et du Travail, de l'Éducation nationale, parce que nous avons besoin de tous les adultes et de la protection judiciaire de la jeunesse. Madame la députée, j'espère sincèrement que vos mots ont dépassé vos propos et que non, il n'y a pas l'ensemble des enfants qui ont été violés au sein de la protection de l'enfance. Je vous remercie, Madame la ministre. Les salariés de l'ASE ne sont pas considérés, les enfants souffrent et c'est vous qui posez l'opprobre sur tout le secteur de la protection de l'enfance. Honte à vous, Madame la ministre. Qu'il y ait des drames, bien sûr, et nous les regardons sans naïveté. On sera aux côtés de toutes les personnes qui accompagnent la protection de l'enfance. Merci. Par contre, pas de jeter l'eau propre. Non. Il n'y a pas de double réplique, Madame la députée. Est-ce que vous pouvez me dire depuis quand ce sujet vous tient à cœur? Les enfants issus de l'ASE ou à l'ASE, donc à la protection de l'enfance,
C'est un sujet qui me tient à cœur depuis la primaire, puisque j'en avais rencontré beaucoup pendant la primaire pour la présidentielle des écologistes. Et j'avais été assez éberluée de la manière dont ils étaient traités et de la manière dont dont l'État, en fait, traitait ces enfants qui sont très invisibles et très vulnérables. Ils sont 224 000 en France. Est-ce que vous savez que environ 80% d'entre eux n'ont rien à faire là? Non, ça, non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de placements qui sont dits abusifs. Ah, mais alors ça, moi, j'ai eu des discussions avec eux. Ils contestent fortement cette notion de placement abusif. Vous parlez des personnels en charge des enfants, des salariés, non, quoi. Des enfants eux-mêmes. Des enfants eux-mêmes. Des enfants, ouais. Ils contestent beaucoup ce terme de placement abusif parce que pour eux, c'est pas du tout abusif que de protéger les enfants et le nombre de placements qui n'auraient pas dû être pour eux, ça existe même pas vraiment. C'est-à-dire que ce qui existe, par contre, c'est des enfants qui devraient être placés et protégés et qui ne le sont pas. Oui, mais malheureusement aussi, quand ils sont protégés par l'ASE, ça se passe mal. Alors, parfois, quand ils sont protégés par l'ASE, ça se passe mal. Ça, il y a un manque de personnel, il y a une violence d'ailleurs entre les enfants, parfois dans les foyers. Et il y a aussi un sujet chez certaines familles d'accueil qui peuvent être parfois violentes, parfois maltraitantes. On l'a vu d'ailleurs, il y a une enfant anciennement placée qui a décidé de porter plainte contre son ancienne famille d'accueil. Mais ça, je tiens quand même à dire qu'il y a aussi beaucoup d'endroits où ça se passe bien. Voilà, mais aujourd'hui, être un enfant de l'ASE, c'est avoir un parcours souvent très compliqué et souvent d'ailleurs compliqué par l'administration. C'est-à-dire qu'on les déplace de lieu en lieu, ils n'ont pas accès aux soins, il y a trop peu de personnel et puis il y a à mon avis, une insuffisante vigilance face aux violences que peuvent subir ces enfants dans le cadre de leur placement. Mais ces enfants qui sont placés, ce sont des enfants qui parfois sont signalés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des mauvais traitements qu'ils subiraient à la maison. C'est ça quand je vous dis qu'il y en a beaucoup qui sont placés de façon abusive. Mais genre quoi? Genre, un gosse se pointe 3 fois de suite mal coiffé, la maîtresse, croyant bien faire, fait un signalement, et le gosse se retrouve littéralement perdu. C'est-à-dire, il va se retrouver ailleurs, sans ses copains, sans sa famille, sans rien. On a le sentiment très net que la machine se nourrit d'elle-même. C'est-à-dire que ça ne finit jamais. C'est très déstabilisant pour un enfant, en réalité. Non, enfin moi là, je ne suis pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, l'essentiel, c'est des enfants qui devraient être protégés, qui aujourd'hui ne le sont pas, et qui sont dans des familles, par exemple, tous les enfants qui subissent l'inceste, on sait qu'il y en a 1 à 2, voire 3 par classe, aujourd'hui ne sont pas protégés pour l'essentiel d'entre eux. Donc en fait, il faudrait même beaucoup plus de placements, mais surtout beaucoup plus de moyens dédiés au placement, de sorte que les enfants soient réellement en sécurité, y compris affective. C'est-à-dire une sécurité matérielle, mais aussi affective, éducative, de santé, etc. Donc là, non, je ne suis pas sur le fait que aujourd'hui, je ne pense pas qu'en France, des enfants mal coiffés finissent à l'ASE. Par contre, je pense vraiment qu'il y a des enfants qui subissent l'inceste dans leur famille, qui, eux, ne terminent pas à l'ASE, alors qu'ils devraient l'être, et qu'aujourd'hui, l'ASE n'est pas suffisamment protégée. Ah, là-dessus, je vous suivrai, évidemment. Pour les enfants mal coiffés, il faut vous renseigner, il faut parler avec les avocats dont le métier est de défendre ces enfants-là. Et vous aurez des grandes surprises. Pardon, Karl, mais je me méfie beaucoup de ce discours parce que notamment, il y a beaucoup de pères incestueux qui disent qu'il y a des placements abusifs de leurs enfants. Non, mais alors là, je rentrerai... Non, c'est pas moi qui vais rentrer là-dedans. Voilà. Non, mais ceux-là sont des clowns. Ceux-là, ils sont inaudibles, c'est l'évidence. Alors, d'une façon plus générale, comme vous avez fait beaucoup pour la cause MeToo, la cause féministe, est-ce que vous envisagez de faire beaucoup pour les enfants? Parce que à ce jour, il reste quand même dans notre société les grands perdants. Il n'y a pas eu d'avancée majeure. Si, il y a eu la Civise, mais vous avez vu comment ça s'est terminé. Ce juge du Rhin a été viré. C'est vraiment un scandale d'État. C'est-à-dire qu'on a créé un espoir, on a créé une structure, on a accueilli le témoignage de près de 30 000 personnes. Et derrière, on en fait de la bouillie, c'est-à-dire que la machine du gouvernement s'est mise en route pour écraser toute parole un peu forte sur les violences faites aux enfants et pour broyer les personnes qui sont à la tête de la Civise. Et je pense notamment au juge
durant. Il y a eu vraiment une espèce de machine infernale pour ne pas supporter sa voix qui disait que les enfants n'étaient pas protégés dans notre pays, que les instances judiciaires n'étaient pas à la hauteur et qu'on n'entendait pas suffisamment les enfants qui se plaignaient de violences sexuelles. Mais pour quelle raison? Pourquoi en haut, là-haut, vous les fréquentez, vous les voyez tous les jours à l'Assemblée, pourquoi ils s'en foutent à ce point-là? Je pense qu'ils se fichent des violences d'une manière générale et que, en fait, écouter ce qu'a à dire l'ASE, c'est réformer de fond en comble la justice, c'est mettre énormément de moyens dans la protection de l'enfance, c'est investir dans l'éducation nationale et faire en sorte que les profs ne soient pas la dernière roue du carrosse des politiques publiques, c'est faire en sorte que chaque école soit un lieu de protection où on peut accueillir aussi la parole d'enfants qui sont maltraités. Et en fait, tout cela, c'est aussi beaucoup de moyens financiers et ce gouvernement refuse de les mettre. Voilà. Et pas que c'est plutôt une prise de conscience qu'il faudrait faire de la réalité de la personne, de l'enfant? Alors, je pense aussi qu'il y a une volonté, ça, c'est ce qu'on appelle un tabou social, un déni social. Il y a un déni social et un tabou social de l'ampleur de l'inceste, de l'ampleur de la pédocriminalité, de l'ampleur aussi des conséquences sur la santé des enfants. Ça, c'est évident. Mais ça concerne tout le monde, je veux dire, là-dessus. Et alors, le gouvernement, évidemment, est complètement empêtré dans ce tabou. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et on doit absolument faire très attention à ce que l'inceste et la pédocriminalité soient traités à la hauteur de ce que c'est. D'ailleurs, il va bientôt y avoir, je crois, un procès de tenanciers de sites internet pornographiques qui ont surutilisé, abusé de l'image d'enfants. Donc tout ça, évidemment, fait partie de ce tabou et j'ai hâte que ce procès commence pour qu'on puisse ouvrir une brèche sur la fin de ces violences. Et pourquoi il n'y a pas une vraie proposition de loi? Elle pourrait émaner de vous, de votre groupe, concernant les enfants. Il y a une commission d'enquête qui est en cours, qui vient d'être acceptée par le groupe Parti socialiste de l'Assemblée, par le groupe socialiste. Et en fait, là, on fait étape par étape, c'est-à-dire que cette commission d'enquête va déjà regarder en détail ce qui se passe dans la protection de l'enfance. Et ensuite, on fera une proposition de loi qui sera une proposition de loi sans doute transpartisane, à gauche, au moins. J'espère. J'avais fait un film qui s'appelait 1 sur 5, qui dressait un peu le tableau de la pédocriminalité en France, du fléau qu'il fallait combattre. Et ensuite, j'ai fait 1 sur 5 face aux candidats. Malheureusement, à l'époque, c'était M. Jadot. Il n'a pas daigné répondre, il n'est pas venu. Et on proposait un certain nombre de mesures. Je vais vous en soumettre quelques-unes et vous me dites si vous êtes raccord ou pas. L'imprescriptibilité des crimes et des délits sexuels commis sur mineurs. Alors moi, j'y suis absolument favorable. C'est même quelque chose que je revendique et que je pousse énormément parce que, en fait, quand on est enfant, quelque chose de l'ordre de la structure psychique, mentale et de la structure de l'enfant en tant qu'être a été cassé par des violences sexuelles, par des viols, voire par des actes de torture. Et en fait, il faut beaucoup de temps pour que on passe d'un mode de survie à un mode de revendication d'être quelqu'un. Et je pense que ce temps-là, il est propre à chacun et chacune et qu'en fait, on ne peut pas le limiter par la prescription. Donc là-dessus, pour moi, c'est très évident. La reconnaissance de l'amnésie traumatique. Absolument, l'amnésie traumatique est maintenant reconnue et doit être, est reconnue par la psychologie, par la psychiatrie. Elle doit être reconnue par la justice. C'est absolument indispensable. L'éradication de toute référence au syndrome d'aliénation parentale. Alors l'aliénation parentale, c'est quelque chose qui a beaucoup nui aux femmes et qui a permis à des pères pédocriminels ou incestueux de continuer à abuser de leurs enfants et à commettre des viols, des crimes et des délits sur le corps de leurs enfants. On a accusé les mères d'être dans la manipulation et ça, c'est absolument scandaleux. La suppression de l'amendement Roméo et Juliette. C'est quoi l'amendement Roméo et Juliette? Ah oui, c'est sur les moins de 15 ans, c'est ça? Non, c'est sur entre 15 ans et 20 ans. Vous savez, ils peuvent avoir des relations, mais ça conduit à beaucoup de formes de prostitution de jeunes filles souvent qui rencontrent un lover boy qui a 2-3 ans de plus qu'elles. Elles se retrouvent sur le trottoir, mais
Il y a cet amendement. Alors, il faut que je regarde l'amendement en détail, mais en tous les cas, il y a quelque chose autour de à quel moment on peut être consentant à une relation sexuelle et en fait, quelles sont les conditions du consentement. Et aujourd'hui, il n'est pas noté dans la loi les conditions d'un consentement. C'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'on n'est pas consentant, donc c'est quand il y a menace, surprise, etc. Mais en fait, on n'a pas défini ce qu'est être consentant. Et en fait, ce qu'est être consentant, c'est certes dire oui sur le moment, mais c'est aussi avoir toute liberté intellectuelle et de maturité pour pouvoir dire oui. Et en dessous de 18 ans, je pense qu'on doit absolument être très, très vigilant sur la manière dont on consent. Et là, en l'occurrence, la loi n'est pas suffisamment protectrice. Est-ce que vous pensez que M. Dupond-Moretti est un bon ministre de la Justice? Absolument pas sur ces questions-là. Pour quelle raison? Déjà parce que je pense qu'il s'est fait une notoriété d'avocat en défendant les personnes célèbres accusées de viol, qu'il a eu des défenses qui étaient très agressives et par ailleurs, il est impliqué dans le procès Outreau, qui est un procès qui marque une perte de droit des enfants, à se faire reconnaître comme victime. Et en fait, il n'y a jamais eu de critique de sa part. Outre l'erreur judiciaire, il n'y a pas eu de critique de sa part de ce qui s'est passé à Outreau dans la non-reconnaissance de la parole des enfants en tant que telle. Si on pousse un peu, inversion de la charge de la preuve pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Ça, moi, je pense que c'est indispensable aussi, mais alors ça renvoie à la présomption d'innocence et je ne méconnais pas les problèmes juridiques, mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas à l'enfant de faire la preuve de. Ah, c'est merveilleux, vous êtes une des rares à le dire. Ah non, mais ça, pour moi, c'est très évident, mais de même que... moi, je trouve que quand on discute avec les enfants, il y a des questions qui leur sont posées qui sont absolument inadmissibles, comme le nombre de fois où ça s'est passé, les dates auxquelles ça s'est passé. Un enfant de 8, 10, 15 ans ne peut pas noter les dates à laquelle il a été violé ou elle a été violée. Donc, en fait, là, la procédure judiciaire n'est pas du tout adaptée à ce qu'est un enfant et à la manière dont il peut ou pas se défendre face à ces actes-là. Surtout quand en plus s'ajoute l'amnésie traumatique. Absolument, absolument. La notion même de preuve devient très difficile. Oui, puis même s'il n'y a pas d'amnésie traumatique, en vrai, de toute façon, ces violences-là engendrent des perturbations psychiques importantes qui font que les enfants, de toute façon, ne sont pas en mesure de répondre forcément à toutes les questions. Je prends par exemple des troubles du comportement, des troubles de l'attention, des troubles qui fait que en fait même prenez un enfant qui a des troubles de l'attention hyper graves liés à des violences qu'il a subies dans l'enfance, il ne peut pas se concentrer pour aller et il ne peut pas se rassembler pour chercher toutes les preuves. C'est pas à lui d'aller chercher toutes les preuves. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de rendre obligatoire, avant d'engager une personne, que ce soit dans les ASE, à l'éducation nationale, dans les milieux sportifs, dans les chorales, n'importe quoi, toute personne qui a un rôle avec des gosses, de vérifier s'il n'est pas au FNAG, au fichier. C'est absolu, mais c'est indispensable, ça devrait même être la base. Mais c'est pas fait, ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait, et en plus, il n'y a pas assez de personnes qui sont inscrites sur ce fichier. Donc ça, c'est la base. La base, c'est qu'une personne qui a déjà été condamnée en plus pour des faits ne peut pas s'occuper d'enfants d'aucune manière. Jamais. Voilà, c'est tout. C'est pas possible. De même, il n'y a pas de prise en charge par l'État des psychothérapies pour réparer les gosses abîmés. Absolument. Il n'y a pas les indemnisations qui sont, même quand on obtient condamnation, ce qui est extrêmement rare en France, les indemnisations sont bien trop faibles. Et je rappelle qu'il y a plus de 99% des personnes qui n'obtiennent jamais réparation. Donc, en fait, il y a vraiment besoin de considérer les violences sexuelles, particulièrement quand elles ont été commises dans l'enfance, comme des affections de longue durée qui nécessitent des soins tout au long de la vie. Vous parliez d'Outreau, les enfants d'Outreau ont eu 20 000 € et les acquittés d'Outreau, 300 000. Deux poids, deux mesures. Comment ça se fait en fait que ça bouge jamais? Parce que ça fait des années qu'on le dit, et puis je suis pas tout seul, on est très très nombreux à le dire. Pourquoi ça bouge pas? Est-ce que c'est lié? Ah non, question importante, parce que ça revient souvent. Oui, c'est lié au fait que Macron avait 14 ans et demi quand il a rencontré Brigitte qui avait je sais pas quel âge. Est-ce que c'est lié à ça?
Est-ce qu'ils sont gênés, gênés aux entournures par cette histoire, parce qu'on pourrait dire que ce qui était compris comme, par exemple, dans le film Mourir d'aimer dans les années 70, aujourd'hui est pris d'une autre façon, et donc ils se disent, oh là là, ça craint, on n'y va pas. Ils pouvaient y aller quand ils avaient nommé Schiappa. Elle était là pour les femmes et elle disait, je m'occuperai des enfants après. Elle l'a pas fait. Oui, mais ça aurait pu se faire aussi sous les autres gouvernements. En fait, il n'y a vraiment pas de volonté politique de s'attaquer à l'inceste ou à la pédocriminalité. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne mesure pas bien à quel point ça structure la société. C'est-à-dire qu'avoir accès aux enfants, les considérer comme non pas des sujets de droit, mais comme des objets sociaux sur lesquels on peut avoir toute autorité, tout pouvoir et donc accès au corps, eh bien, c'est profondément structurant de notre société. Et en fait, c'est exactement comme le rapport homme-femme. Si on veut bouger les choses, c'est pas juste en obtenant une ou deux condamnations, ce qui sera très important pour les personnes qui obtiendront justice, c'est très important pour elles, mais il faut modifier, il faut renverser un rapport social. Et le rapport social aujourd'hui dans notre société, c'est que l'enfant reste encore quelque chose et pas quelqu'un, que ça reste un sujet mal identifié dans le droit et à qui on n'accorde pas vraiment de droit. D'ailleurs, on le voit. Moi, je trouve que même si on regarde les débats sur l'éducation nationale, on s'interroge sur des résultats, sur l'habillement, mais en fait, on ne s'interroge pas sur qu'est-ce qui ferait qu'un enfant est en capacité de s'épanouir, de s'émanciper, de se sentir en liberté de parler s'il subissait des violences chez lui ou ailleurs. Et en fait, ça, c'est l'éducation nationale pourrait très bien être comprise comme un lieu, au contraire, de protection de l'enfance large, et c'est pas du tout compris comme ça, c'est compris comme un lieu de sélection des enfants, comme un lieu de discipline des enfants, ça n'est pas compris comme un lieu d'émancipation. Et c'est en cela qu'aucun gouvernement ne s'attaque à ça, parce qu'aucun gouvernement ne veut s'interroger sur vraiment la hiérarchie sociale et la place des enfants dans cette hiérarchie sociale. Vous pensez que c'est un héritage du paternalisme ou du libertinage? Je pense que c'est un héritage social déjà très ancien, et par ailleurs, moi je trouve qu'il y a eu des travaux qui ont été très intéressants dans les pays nordiques à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu des sociologues, des psychologues, des philosophes qui se sont interrogés sur comment se fait-il que des masses comme ça peuvent basculer dans le fascisme et dans les pires horreurs. Et en fait, ils en ont déduit qu'il fallait changer l'éducation des enfants pour les autoriser à dire non, pour les autoriser à se rebeller, pour les autoriser à en fait avoir la capacité à être des êtres humains à part entière et pas juste à obéir. Et ça, cette révolution-là, nous, on ne l'a pas faite. C'est pas possible en France. Ni en France, ni dans beaucoup de pays, en vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pays aujourd'hui, enfin, à part des pays nordiques dont je parle, mais il n'y a pas eu de pays qui ont pris à bras-le-corps cette question de l'inceste et de la pédocriminalité. Alors, question subsidiaire, on attend quoi? On attend, je sais pas trop, mais qu'il y ait vraiment des gens qui se lèvent et qui disent stop. Et il y a plein de gens qui commencent à se lever et à dire stop. Donc ça commence quand même à bouger. Vous pensez que ça bouge? Il n'y a jamais eu de commission d'enquête, par exemple, sur l'ASE. Il n'y a jamais eu le débat sur l'imprescriptibilité n'a jamais été aussi présent. Il y a une proposition de loi qui va passer sur l'imprescriptibilité probablement là bientôt. Après, ça bouge pas aussi vite qu'on le voudrait, mais puis je rappelle quand même que l'inceste et la pédocriminalité, c'est dans tous les milieux sociaux. Donc évidemment, ça se retrouve aussi. On l'a vu par exemple avec comment il s'appelle Duhamel, qui était à la direction de la Fédération de sciences politiques, et je crois même qu'il a été proche du Conseil constitutionnel, si ce n'est membre du Conseil constitutionnel. En tous les cas, il était professeur de droit constitutionnel. Donc en fait, il dirigeait le club du siècle. Voilà, mais en fait, c'est depuis les personnes qui sont les plus pauvres dans la société jusqu'au sommet. Donc c'est en cela, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui transcende tous les milieux. Et donc personne n'a envie d'ouvrir cette boîte de Pandore. Mais nous allons l'ouvrir. On peut compter sur vous. Merci Sandrine Rousseau.
Merci, mais encore une fois, je pense que vraiment revoir la protection de l'enfance, c'est pas limiter le nombre d'enfants protégés, c'est vraiment au contraire l'augmenter, quoi. Mais les protéger vraiment. Permettez-moi de vous assurer du contraire. Mais bon, c'est un autre débat, on le fera une autre fois. Ça marche. Merci beaucoup.